tout le monde est venu en si grand nombre, malgré le froid et de nombreuses activités. Alors, ce soir, le propos, c'est l'avènement du chemin de fer et de l'hôtellerie dans la péninsule acadienne. Or, l'histoire commence avec la Confédération canadienne et avant même la Confédération. Comme vous le savez, le Canada uni, l'Ontario et le Québec, à l'époque, ils s'étaient unis en 1840, vit des impasses politiques assez importantes, surtout dans les années fin 50, début 1860. Et à la même époque, les provinces maritimes ont un projet d'union. Et voilà qu'en 1864, à Charlottetown, une première conférence avec des représentants du Haut et du Bas-Canada, qu'on appelait le Canada uni, et des provinces de l'Atlantique, parce que Terre-Neuve y participait à l'époque. Lors de cette conférence-là, on voit par exemple Johnny MacDonald qui est assis, on voit lui qui est debout avec le chapeau Georges-Étienne Cartier du Québec. Il y avait des gens de tous les coins du pays, du futur pays. Et à Charlottetown, on décide que le projet peut aller de l'avant et qu'il faut absolument se rencontrer de nouveau. Et on décide qu'on va se rencontrer le mois prochain, le mois suivant, en octobre, à Québec, qu'on va appeler la Conférence de Québec. Et la Conférence de Québec est très importante parce que c'est là qu'on va jeter les bases, si vous voulez, de la future Constitution canadienne et des engagements préalables à la Confédération. Or, on avait 72 résolutions, j'ai une copie de la première page. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que la résolution 68 se lit comme ceci. Le gouvernement central, qui était le futur gouvernement qu'on projetait, s'engage au parachèvement de la ligne de chemin de fer entre Rivière-du-Loup et Truro en Nouvelle-Écosse. Parce que le chemin de fer se rendait à Rivière-du-Loup. Et en Nouvelle-Écosse, Truro, qui était un centre assez industriel à l'époque, avait un chemin de fer qui se rendait à Halifax. Alors, au 19e siècle, à l'époque dont on se parle, le chemin de fer, ça fait rêver tout le monde. Tout le monde veut que le chemin de fer passe par chez eux. Alors, évidemment, c'était si vous voulez, des bonbons que les gens du Haut-Canada nous ont fait miroiter. Et comme vous le savez, on a eu par après d'énormes débats où on dit, par exemple, dans certains écrits, que le chemin de fer a vidé les maritimes. C'est un autre débat. Alors, on va retenir les services de Stanford Fleming. L'homme est très important en histoire canadienne. C'est lui, il est ingénieur au départ. Il est originaire d'Édimbourg, à 16 km d'Édimbourg en Écosse. Il est un inventeur, il est un ingénieur. Pour vous donner un exemple, le premier timbre au Canada est de sa conception. Il va fonder la Société royale du Canada. Or, c'est un personnage très important, très respecté. Et en 1865, les autorités du Canada uni vont mandater Stanford Fleming d'établir le tracé. Parce qu'aussitôt que la nouvelle va se propager, on n'a pas Internet à l'époque, mais tout de même, ça court vite pareil. Tout le monde veut que le chemin de fer passe chez eux. Parce que le chemin de fer, ça fait rêver. Alors, Stanford Fleming va s'engager dès 1865 à faire le tracé. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est ceci. L'ingénieur Fleming, lorsqu'il arrive à Bathurst, on est en 1865, descend le long de la côte et se rend jusqu'à la Pointe-à-Marcel à Pocchaudy et écrit un rapport très volumineux où il dit, oui, il faut se rendre à Truro, mais je vous recommande fortement qu'un terminal soit fait, que le chemin de fer se rende à la Pointe-à-Marcel de Pocchaudy, car il dit, c'est le plus beau havre naturel qu'il a jamais vu. OK?
Alors, vous voyez, là, ce plan d'eau, là, hein? Lui, il dit que c'est un incontournable. Et dans son rapport, il va dire, par exemple, qu'à la mer Basse, OK, qu'à la mer Basse, on a 36 pieds d'eau. À la mer Haute, ça peut atteindre 54 pieds d'eau. Alors, il dit en anglais, « A wonderful harbor for international steamers. » OK? Évidemment, les grands bateaux. Or, la Confédération va avoir lieu en 1867. Les travaux vont débuter dès 1867 et vont être terminés en 1871. Évidemment, Pourchaudy va être oublié. Arrivé à Bathurst, on va prendre évidemment la route vers Newcastle, etc., Moncton, et on va se rendre à Truro. Ça va prendre évidemment jusqu'en 1876. Entre-temps, en 1874, un groupe d'hommes d'affaires, surtout de Bathurst, mais de la région ici aussi, vont incorporer une compagnie, okay? La Caraquet Railway Company. Parce qu'est-ce qui est important? C'est oui, nous allons avoir le grand tracé de Montréal à Halifax, mais là, il est important de se connecter, si vous me permettez l'expression, de se brancher, c'est pour ça qu'on appelle ça des branch lines. Et dès 1874, pendant qu'on complète le tracé, le grand tracé, on a une compagnie. Et ça devient, comme vous le savez, un sujet électoral incroyable. En 1882, élection fédérale. Élection fédérale où on a 3 candidats pour Gloucester. On a Timothy Anglin. Okay. On va aller à la prochaine. OK. Nous avons Timothy Anglin, qui a été, comme vous le savez, député de Gloucester dès la Confédération. Il ne restait pas dans Gloucester, il restait à Saint-Jean-Nouveau-Brunswick. Il était irlandais, appartenait à un journal qui s'appelait The Morning Freeman, a été très actif dans l'affaire des écoles, dans l'affaire Louis Mailloux avec son journal. Et en 1878, il va devenir le président de la Chambre à Ottawa, geste qu'on ne lui pardonnera pas, pour la simple et bonne raison qu'en étant le président de la Chambre, il ne pouvait plus faire de la politique. Et à l'époque, comme vous le savez, le patronage, c'est comme ça que ça marche. L'autre est Turgeon. Okay? D'origine québécoise, c'est lui qui a écrit un livre assez intéressant avec beaucoup de mensonges dedans, qui s'appelle « Tribut à la race acadienne ». C'est pas qu'il y a des mensonges, mais il se vante beaucoup. Okay? Parce qu'il va devenir député, lui, plus tard. Et nous avons Kennedy Burns, okay? Qui est originaire d'Irlande, qui est un grand commerçant de Bathurst. Il est né en Irlande, il est propriétaire d'une compagnie qui s'appelle Adams and Burns, moulin à papier, magasin, etc., etc. Alors, on retourne à la slide précédente. Alors, en 1882, grande rencontre à Caraquet, et Turgeon, qui est à l'opposition, c'est-à-dire que c'est un candidat de l'opposition, c'est John A. Macdonald à l'époque qui est premier ministre, arrive et sort un télégramme. Okay? Puis le télégramme dit ceci: By order of council today, the projected Caraquet Railway has been put on the list of branch lines to be subsidized by the government. Et là, Turgeon dit, vous l'avez, votre train, si vous m'élisez. Prochaine. Okay. Alors, ça n'a pas marché. Kennedy Burns, OK, 1200 votes. Turgeon, 564 et Anglin, 540. Vous me dites qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Si tu ne payais pas tes taxes à l'époque, tu ne pouvais pas voter. Alors, il n'y en a pas beaucoup qui payaient les taxes. Or, les travaux. Évidemment, Kennedy Burns en 1882. Et là, nous allons procéder, si vous voulez, dans 18 mois, les travaux vont commencer.
Et le 7 août 1884 à Bathurst, grande parade, fanfare, devant le magasin à Burns, on dit qu'il y avait 100 carrioles. C'est tout un événement, les discours, les curés d'un peu partout sont là. Et on annonce également que le tracé pour se rendre dans la péninsule acadienne sera le tracé retenu, ou proposé par Fleming, c'est-à-dire jusqu'à la pointe à Marcel. La pointe à Marcel a été pendant longtemps Pocmouche d'aujourd'hui. Ah, il faut bâtir un smelter à Pointe-à-Marcel. Il faut bâtir des choses à Pocmouche. Comme on dit toujours, il faut avoir un hôpital à Pocmouche. Il faut avoir ici à Pocmouche. C'est comme des places martyrs, tant qu'à moi. Parce qu'on les fait rêver. Alors, on retient le tracé de Fleming. À la fin de 1885, 25 000 de rails sont posés et une locomotive s'est rendue à Stonehaven. Là, vous savez qu'à Stonehaven, il y avait une grande carrière, une quarry, la quarry des Reed. En 86, 52 000 de rails sont posés et des difficultés politiques pointent à l'horizon. Kennedy Burns est député. On est en 1886. On est dépassé un petit peu Caraquette, puis là, il faut s'entendre. Shippagan, Inkerman, toute cette région-là disent à Burns, si le train ne vient pas à Shippagan, viens pas ici pour des votes. OK? Alors, Burns, en étant politicien, va dire, écoutez, nous allons aller par Shippagan. Alors, arrivé, si vous voulez, au chemin de Saint-Simon, on abandonne Poccheri et on s'en va vers Saint-Simon. Entre-temps, un homme politique et marchand très important à Caraquette, qui est Robert Young, qui est très au courant de ce qui se passe, avait, dès 1884, acheté la Pointe-à-Marcel. Okay? Et les terrains. Propriété, d'ailleurs, qui, je pense, appartiennent encore à des descendants de la famille. Tu perds ton argent, ça regarde mal. Alors, Burns et Young vont devenir, si vous voulez, des opposants incroyables, dans le sens que Young, il a acheté ça, puis ça donne quoi si le train ne va pas là? Et Young va faire passer une pétition, blâmant la compagnie, dont 7/8 de la compagnie appartient à Kennedy Burns, pour dire qu'ils n'ont pas payé les terrains sur lesquels le chemin de fer passe. Ça a fait tout un conflit. Mais, la politique étant qu'est-ce qu'elle était à l'époque et encore aujourd'hui, le train se rend à Shippagan, c'est 70 000 de rails. Or, la subvention du fédéral était pour 60 000, mais en allant vers Shippagan, Burns sera obligé de se rendre, à l'évidence qu'il lui manque de l'argent. Et là, nous allons avoir un débat en chambre épouvantable, parce que lorsque le tracé va être fourni lors du premier rapport de la compagnie, regardez-moi ça, on arrive à Poccheri, puis on descend pas mal bas, à Burnsville, Kennedy Burns. Il y a un moulin. C'est pour ça qu'il va là. Et là, on s'en va là, et on s'en va à Shippagan, et il n'y a plus de... Alors, le débat en chambre qui est mené par Blake, qui était le chef de l'opposition, qui était du Nouveau-Brunswick d'ailleurs, va dire ceci, entre autres. Il va dire, cette chambre est pleine de politiciens qui sont ici pour se voter de l'argent dans leur propre poche. Et ça a été tout un grand débat. En 1887, en novembre, ouverture officielle. Le train part de Bathurst le matin. La locomotive, qui est la numéro 33, à Boucane puis à Chauffe,
C'est à vapeur, une locomotive qui avait été bâtie à Glasgow, en Écosse. On descend et on arrête, évidemment, un peu partout où il y a des débarcadères ou des petites stations pour ramasser des gens qui veulent aller à la grande fête qui va être à Chupagan. Arrivé à Caraquette, la fanfare, tout le monde est là. Philippe Reeve fait un très grand discours et on continue vers Chupagan, où le père Trudel, le père Allard, le père Doucette, qui était curé de Chupagan, Lamec et Caraquette à l'époque, font des grands discours, il y a un banquet. Et vers 7 heures le soir, le train repart. Et lorsque le train repart, arrivé où était Jiffy à Chupagan, Nazaire Lantaigne, 36 ans, père d'un petit garçon de 2 ans, tombe en bas du train et se fait sectionner en deux par les roues d'un wagon. Tragédie, qui a un peu assombri cette journée-là. 3 semaines plus tard, le 17 décembre 1887, au port McIntosh, où est Saint-Anne-des-Bocages, OK, chute de la locomotive et du tender en bas du pont. Et ça, écoutez ceci. Le 16, le train, il partait de Bathurst le matin tôt, descendait jusqu'à Chupagan, tournait et revenait le soir. Alors, le 16 décembre 1887, tempête de neige. Et l'expression est « le train a couché à Chupagan ». C'est une place comme un autre pour coucher là. Alors, le train couchait à Chupagan et le lendemain matin, une fois que la tempête est un peu terminée, on monte et arrivé où est la place Saint-Pierre, OK, juste après la place Saint-Pierre, il y a un gros banc de neige sur le pont de la rivière McIntosh. On détache les wagons, on regarde que le tender et l'engin, la locomotive. Il y a des gars qui embarquent dans le tender, puis le tender, c'est le petit wagon sur on met le charbon ou le bois, puis c'est un mot français, OK? Ça s'appelle tender en français comme en anglais. Alors, on monte la vapeur, puis on se donne l'air, puis lorsqu'on frappe dans le banc, la locomotive tombe en bas, puis le tender. 8 morts, 5 blessés. Les victimes, Kearney, 25 ans, Félix Boucher, 24 ans, Jean-Louis Paulin, 30 ans, 8 enfants, John Carney, 30 ans, 5 enfants, Nennigan, 31 ans, 4 enfants, Joseph Vienneau, 30 ans, 5 enfants, Octave Pinette, 23 ans, et Frank Miller, 20 ans. Les blessés, Hippolyte Foulem, Elie Haché, Octave Cormier, c'est Duncan et non Duncan, là, Patterson et James Gordon. Alors, ça va mal. Un gars s'est fait tuer lors de l'ouverture, puis là, on a 8 autres morts puis des blessés. Suit évidemment des procédures judiciaires dont la veuve Carney. On fait une souscription de fonds populaires, on va ramasser une douzaine de 100 piastres. La compagnie va être, à un moment donné, obligée de donner quelques milliers de dollars aux veuves. C'est intéressant. Et là, commence un autre débat. Parce qu'on n'a pas été à Pouchaudier. Parce que le train ne se rend pas, si vous voulez, près de la mer. Il est important que le train puisse aller sur un quai. Et surtout dans le temps d'Uniforce Turgeon, à partir de 1901, 1902, des lettres et des lettres pour que le train puisse se rendre sur le quai. Et c'est pour cette raison-là que le quai Foley, comme vous voyez, a cette grande courbe. C'était pour permettre au train. Et le plan était le suivant. Au grain de folie, il y avait l'embranche, il y avait la ligne principale qui s'en allait vers Chupagan, mais on projetait, avec un dégradé, jusqu'à la côte à Folie pour prendre le quai. Parce que Yvan Cormier, dans ses livres, il y a une photo de ce quai-là qui est plein de gros madriers, parce qu'on expédie beaucoup le bois.
Alors, c'est très important de voir. Et par après, lorsque la Gorton Pew va être ouverte en 1940, le débat commence toujours parce que là, il va y avoir une ligne qui va se rendre jusqu'à la Gorton Pew, mais on veut lui faire traverser le chemin pour y aller aussi sur le quai. Pendant qu'on construit le Caracat Railway, Kennedy Burns et ses membres de la compagnie réfléchissent évidemment à se rendre à Tracadie. Parce que tout ceci, là, toute cette question de chemin de fer, là, pour les hommes d'affaires de l'époque, c'est pas pour shipper de l'éplon l'hiver. Oui, non, ship, mais c'est pas ça. C'est le bois. C'est toujours le bois. Alors, à Tracadie, comme vous le savez, il y a le moulin des White, il y a le moulin des Snowballs. Il faut absolument qu'on se rende là. Et on va incorporer une deuxième compagnie, donc qui va recevoir sa charte en 1894, qui va s'appeler la Gulf Shore Railway. Le problème qu'on n'a pas pu, plus tôt, si vous voulez, c'est que pour partir pour Tracadie, à partir du Y, comme vous savez, à Inkerman Ferry, là, il faut construire un pont. Le pont qui a brûlé, comme vous savez, quelques années passées. Ce pont a 1600 pieds de long. Alors, on va incorporer une deuxième compagnie. Les travaux vont être terminés en 1897. OK? Et en 1899, les Foster, la compagnie Foster, va ouvrir un moulin, OK, sur la grande rivière de Tracadie. Vous savez, il y a le pont à Shiloh. Et là, on va faire une autre extension. La Gulf Shore Railway va faire une extension de près de 3000 pour se rendre là. Alors, voilà où on en est en 1900. Mais les malheurs de cette compagnie-là ne cessent de s'accumuler. Pour vous donner un exemple, après la tragédie de décembre 1887, okay, au mois de janvier, la gare brûle à Bathurst. C'était la gare de Gloucester Junction, de ce côté-ci. Le train déraille. Il y a une tempête de neige. Et là, à un moment donné, bien écoutez, le train ne descend plus. L'hiver, il arrête pour des semaines. Et je ne sais pas si vous en souvenez. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, hein, les gens allaient à la poste, puis ils attendaient la poste. Hein, puis mon mère Robichaud sortait et disait « La malle n'est pas finie » ou « La malle n'est pas faite ». C'était « Oh, la malle », la poste. Parce que vous savez, avec l'arrivée du train, on a terminé des contrats, parce que c'était des contrats, hein, avec des gens avec des shows, dont les Reardon de Polkshire ont eu le contrat pendant longtemps, partaient de Bathurst, OK, à tous les jours, descendaient dans la péninsule acadienne, partaient de Bathurst à 4 heures du matin pour se rendre à Shippagan. Okay. Alors, les difficultés de toutes sortes, mécontentement des gens. En 1910, la Caracat Railway va être fusionnée avec la Gulf Shore Railway pour faire la Caracat and Gulf Shore Railway. Pourri de dette, appartient plus à rien. Les locomotives, les wagons, qu'est-ce qu'on appelle les flat cars, tout a été loué à la compagnie de intercoloniale et ils ne payent pas. Alors, en 1910, les actionnaires, pour ne pas tout perdre, parce qu'ils s'avaient financé dans une certaine mesure avec un Trust de Toronto, le Trust de Toronto va évidemment prendre le contrôle de la compagnie, qui est techniquement banqueroute. Mais il y a trop de services qui en dépendent, l'industrie du bois, comme je vous dis, service postal, entre autres. Alors, on va demander au gouvernement fédéral de voir à la possibilité d'acheter le Caracat and Gulf Shore Railway. Laurier va passer une loi, donnant, si vous voulez, l'autorité au gouvernement de regarder et
d'éventuellement acheter ce qu'on appelait ces branch lines. Mais en 1911, Laurier est battu. Et le mécontentement de la population continue d'une façon incroyable. Et pour vous donner un exemple, ceci, c'est la gare d'Inkerman. On dépensait beaucoup aussi. Hein? La gare d'Inkerman, comme vous savez, le chef de gare et sa famille y demeuraient. C'est énorme comme dépense. Alors, en 1915, là, la guerre va éclater en 1914, et là, c'est Borden qui est devenu le premier ministre, et il n'y a pas seulement la Caraquette and Gulf Shore Railway, ils sont tous dans le trouble. Et que ce soit au Québec, que ce soit en Ontario, que ce soit en Nouvelle-Écosse, que ce soit partout, tout le monde a voulu se brancher sur le grand tronc, si vous me permettez. Ils sont tous bons. Alors, au Nouveau-Brunswick, ça donne ça. Il n'y en a-tu du chemin de fer, puis il n'y en a pas. Et là, je vous le dis, là, vous voyez ici, là? Ça, c'était la Bouctouche Company, là. C'était ça, là. OK? Puis là, tu avais la Kent North. Puis là, tu avais la Aroostook Valley. Il y en avait une trentaine. Toutes bonnes routes. Et en 1915, parce que, évidemment, il faut faire quelque chose, et on ne peut pas laisser ces régions-là, parce que partout ce que vous voyez, il y a des moulins. L'industrie du bois au Nouveau-Brunswick, vous le savez, c'est l'industrie numéro 1, encore de nos jours. Alors, le gouvernement, en 1915, passe une loi autorisant à faire l'achat des chemins de fer locaux dans l'ensemble du Canada. Pour cette raison, on va former en 1918 une compagnie qui va s'appeler le Canadien National, le CN, qui devient une compagnie de la Couronne, qui va être, si vous voulez, la compagnie qui va acquérir ces petits chemins de fer-là et qui va continuer le service. Alors, la Caraquette Railway, en 1920, se voit offrir 200 000 $ pour 92 000 de rails. Le goodwill, si on peut appeler ça ainsi, parce que le monde est furieux. Il y a des réunions, des résolutions, il y a tout ce que tu veux pendant des années pour demander que la compagnie passe aux mains du fédéral. Et le marché est conclu le 1er juillet 1920. OK? Et le CN devient propriétaire de la compagnie. Alors, vous avez ici la gare de Caraquette. Alors, comment est-ce que les gouvernements avaient mis là-dedans? La Caraquette Railway avait reçu 224 000 $ du gouvernement fédéral, 180 000 du gouvernement provincial. Puis ça, pour aller jusqu'à Shippagan. Okay? La Gulf Shore Railway, c'était juste tout de même, une quinzaine de mille, 53 000 du gouvernement fédéral, puis 42 000 du gouvernement provincial. Et là, pourquoi? C'est un peu, si vous comparez le kilométrage ou le millage entre les deux projets, on avait le pont d'Inkerman à bâtir de 1600 pieds et arriver à Tracadie pour se rendre dans le village de Tracadie. Mais on avait le pont, le Snowball, vous savez, le pont, qui était évidemment de 600 pieds. Alors, c'était un demi-million tout de même que les gouvernements avaient investi. Alors, un demi-million dans les années 1880-90, c'est de l'argent. Or, on va vendre. Okay? Et pour célébrer cette vente extraordinaire, là, les gens disent, avec le CN, Dieu arrive, on a un grand banquet, un très grand banquet à l'hôtel Château-Albert, que vous voyez là, où, évidemment, sont présents des députés, tout le gratin, si vous voulez, du comté de l'Ulster. Mais il y a aussi Angus MacLean. Angus MacLean, c'est le grand patron du nouveau moulin pâte et papier de Bathurst. Alors, c'est ça. C'est ça la force qu'il y avait en arrière pour que le gouvernement la jette. C'est qu'il faut aller du bois à Bathurst. Alors, j'ai trouvé
dans l'Évangéline, le menu de la soirée, je vous le lis. OK, le château Albert était décoré pour l'occasion. Le menu suivant, fort goûté par les convives. Souper, olives, amandes, tomates à la crème, saumon de la baie des Chaleurs avec sauce CNR. Si quelqu'un peut trouver la recette de la sauce CNR, dites-moi-le. Pommes de terre, pois verts. Salade au poulet, de céleri, crème glacée acadienne, gâteau caraquette, très connu le gâteau caraquette. Hein? OK, fruits, noix, bonbons, café, cigares, bonne entente. Or, évidemment, hein, c'était toute une époque. Conclusion de la première partie, parce que j'ai deux parties, là, on va parler des hôtels. Okay? Les visiteurs promis ne sont pas venus et le train continue de dérailler. À Bass River, en 1926. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que le train, à l'époque, hein, fait rêver littéralement des populations. Une expression qu'on entend beaucoup moins, mais qu'on entendait lorsqu'on était enfant. Hein, lorsqu'on dit il est parti à Montréal, puis il est parti sur des gros chars. On se souvenait de ça, hein? Mais prendre les gros chars. Et pour vous donner un exemple de cet engouement-là, qui était généralisé, vous avez qu'à revoir Séraphin ou lire Un homme et son péché de Claude-Henri Grignon et le curé Labelle et son obsession pour le petit train du Nord. Ben, le Caraquette Railway, c'était le petit train de la péninsule. C'était le même phénomène. Et on disait à l'époque qu'avec le train, nous allions bénéficier, évidemment, de la venue de visiteurs à des nombres incroyables. On a des revues, hein, avec des revues américaines qui vantent, entre autres, hein, la rivière de Pocmouche comme étant la rivière la plus poissonneuse et la meilleure, OK, pour des pêcheurs à la ligne, pour anglers. Okay? J'ai appelé ça Anglers Paradise on Pocmouche River, en tout cas. Bref, c'est ça. Alors, le train arrive, on va bâtir des hôtels. C'est ma deuxième partie. Alors, vous avez ici une photo que tout le monde connaît bien. Okay? C'est Caraquette, c'est l'hôtel Dominion, c'est l'hôtel à Gérard Paulin, alias Nounou, qui a juste 2 étages à l'époque. Et vous avez le Château Albert. On va partir de Grand-Anse et je vous nommerai d'autres hôtels plus tard. Grand-Anse, hein? On va dire que la péninsule acadienne commence là. Alors, vous avez l'hôtel Thériault, propriétaire Séverin Thériault. Il y aura aussi un autre hôtel qui va porter le nom d'hôtel Thériault à Grand-Anse plus tard. Ce sont des grandes demeures. Et il faut comprendre qu'ici, on est passé à l'hôtel. Auparavant, pas dans la région ici, mais si jamais vous descendiez, par exemple, à Fredericton en 1860, on avait ce qu'on appelait des roadhouse. C'est-à-dire, tu pars de Tracadie, puis arrivé à Lower Newcastle, par exemple, ben là, tu arrêtes, tu couches, il y a l'écurie pour ton cheval et tout ça. Mais à partir du train, on va surtout parler d'hôtel. À Grand-Anse aussi, plus jeune, vous aviez le North Shore Hotel and Cabin. Très, très beau bâtiment. Hein? À Burnsville, ah ouais, le Cluny des Burns, lui, il avait un moulin là, il y avait beaucoup de trafic. Vous allez avoir l'hôtel Branch, okay, de William Branch. On continue. À Caraquette, vous avez la prêtreuse, l'hôtel Poirier, propriétaire Louis Poirier. Et ici, vous allez assister à une première. Vous voyez l'affiche en haut de la porte, l'hôtel Poirier, pour vous dire que le génie acadien est sans limite, parce que ça a tout fait bon coup de ces hôtels-là, vous savez. Il y a juste Nounou qui t'offre, là. On a fait une planche en passé, mais c'est toujours l'hôtel Poirier. Ça, on a trouvé ça au village.
village acadien, quand on était au village acadien, Bernard, Thériault, puis moi, puis Roger Boucher. On s'est dit, on ne sait jamais. Alors, vous voyez, hein? On continue. On arrive à Caraquette. OK, l'hôtel Paulin qu'on connaît aujourd'hui, construite en 1891-92, ouverture officielle le 15 août 1892, OK, s'appelle l'hôtel Vendôme, OK, bâti par Huguet Landry. Va devenir le château, pas le château, l'hôtel Blanchard. OK? Et la photo que vous voyez, c'est la photo de l'hôtel Blanchard, okay, qui n'a que 2 étages à l'époque, hein, lors de la Convention nationale des Acadiens qui s'est tenue au Collège de Caraquette en 1905. Et va devenir par après, okay, l'hôtel Paulin, qu'on connaît encore de nos jours, avec évidemment un 3e étage, okay, avec le 3 mansardes, tout probablement designé par l'architecte Nazaire Dugas, parce que c'est sa marque de commerce, les 3 mansardes. Et là, vous avez peut-être, hein, le plus grand hôtel, qui est le Château Albert, bâti par Pierre P. Albert en 1907. Okay? 24 chambres, écurie pour 9 chevaux. Alors, tous ces hôtels, il faut avoir une écurie. Hein? Et la plupart de ces hôtels-là, ils ont du papier à lettres dans les chambres, puis c'est bien marqué. Okay? Livery, okay? In connection. Okay? 24 chambres, écurie. Va bon coûter pendant la construction. Ça va mal. Caserne militaire entre 1914 et 1918. Va devenir, comme vous le savez, un édifice où on va avoir des logements. En 1920, c'est vendu à Joseph Dumas. Et ça, c'est intéressant. Écoutez-moi cette petite histoire ici. Joseph Dumas, de Grand-Anse, qui va se porter acquéreur de l'hôtel en 1920, avait construit une usine d'emploi, tu sais, de l'emploi, du starch, à Grand-Anse. Et pour faire de l'emploi, bien évidemment, ça te prend une bouilloire, ça te prend, qu'est-ce qu'on dit, un boiler. Et le boiler qu'il va utiliser sera le boiler de la locomotive qui avait tombé en bas du pont McIntosh en 1887. C'est juste pour te dire. Oui. En 1944, c'est vendu à Ashley Coulter de Fredericton, qui s'était aussi porté acquéreur des Loguets. Okay? Et en 1952, Olivier Robichaud, hein, qu'on a bien connu, qui a aussi été propriétaire du théâtre, va l'acheter en 1952. Et le 12 mars 1955, comme vous le savez, ça a été très dramatique. Hein? Yvon Légère, entre autres, Omer Robichaud, ils vivaient dans ça. Ils ont été très chanceux de ne pas perdre la vie. Et moi, c'est peut-être le souvenir, j'ai 4 ans, le 12 mars 1955, et je me souviens qu'on m'a levé, et de la maison à Bernard Thériault en haut, on voyait les flammes, c'est haut là, on voyait les flammes, et je sais qu'on me tenait dans les bras, puis je gardais ça. C'est peut-être le plus ancien souvenir que j'ai. Or, le Château Albert, comme vous le savez, a été un magasin. Mathilda Blanchard a eu un salon de coiffure. Réal, okay, Albert, le barbier, le père Aubin Albert a eu un salon de barbier. Hein? Au magasin, Omer Robichaud y a travaillé. Cécile Mourant. Séraphin Cormier a été boucher. Lily Savoie. Marianne Blanchard. Gertrude Albert. Aubéline Landry. Ernest Landry de Pocmouche, qui est l'oncle à Aline, d'ailleurs. Pelletier. Pelletier était comptable. Il avait été ici pour la banque au départ. Et lorsqu'il meurt en 1947, c'est Germaine Archer qui va prendre sa place. Berthilde Cormier, qu'on connaît, Berthilde Mourant, elle est ici ce soir. Et si vous voulez avoir des détails,
Demandez-lui, elle a une très bonne mémoire et je fais souvent appel à Bertille quand je suis stop. Et, évidemment, Réal Albert qui avait son salon. Alors, c'est un hôtel très imposant et, comme vous le savez, a été reconstruit au village acadien. À côté, l'hôtel Dominion. L'hôtel Dominion, propriété d'Honoré Duguay, décédé en 1918, et son fils Louis Duguay, le père à Maurice Duguay, qui a été surintendant des écoles, le grand-père à Léonard Légère, entre autres. OK? On va prendre la relève. Intéressant. Honoré Duguay appartenait, parce que tous ces hôtels-là, c'est toujours proche de la gare. Hein? Oh non. Les hôtels qu'on va construire à cette époque-là, c'est toujours proche. Alors, c'est en face de la gare. Alors, le terrain appartenait à Honoré Duguay. Et en 1921-22, Louis Duguay, Honoré n'a jamais été payé. Alors, la pétition à Young avait du bon sens à l'époque. N'a jamais été payé. Et lorsque le CN va se porter acquéreur de cette ligne de chemin de fer, bien, les gens qui n'avaient pas été payés vont revenir à la charge. Le CN va dire, nous autres, on n'a pas venu acheter des dettes, on a venu sauver un chemin de fer. C'est deux choses. Et ils ne seront jamais payés. Okay. Et c'est très intéressant parce que ces hôtels-là, j'ai, dans l'exposition, vous allez voir, Gérard Raymond Paulin m'a amené 2 registres de l'après-guerre de l'hôtel Paulin. Okay. Les visiteurs n'ont pas venu avec le train, mais ils vont avoir un petit regain de vie après la guerre lorsqu'il va apparaître d'une façon assez importante les commis voyageurs. Alors, si on fait une étude assez intéressante de ces registres-là, on voit qu'il y a une répétition, il y a des noms qui reviennent. Okay? Parce que c'est les commis voyageurs qui vont vivre ça. Et lorsque le chemin de fer va être enlevé, les rails vont être enlevés et qu'on va en faire une piste cyclable, vous avez des résidents de Caraquette, entre autres, qui ont voulu réclamer le terrain en arrière de la maison, puis n'ont pas plus eu de succès. En face de l'hôtel, de ce qui était la chocolaterie, c'était le Welcome Inn du frère Honoré Duguay, Henri Duguay. Là, vous voyez l'écurie à l'arrière. Là, lui, il était collé sur le chose. Ensuite, vous avez par après l'hôtel Foley, où est la place Caraquette. L'hôtel Foley, exactement où était l'ancienne banque. Okay. Propriétaire William Foley. Et en 1905, en 1905, vous avez le magasin ici qui va ouvrir. Là, le bocage que vous voyez là, comme vous le savez, c'est où est l'hôpital. Hein? Le bureau de poste, comme ça, l'hôpital. Vous avez le quai des Robins qui est là. Vous voyez? Alors, c'est ça. Alors, l'hôtel Foley. Le magasin, comme vous le savez, il va devenir le chauffage moderne que Laurent Zoumaret, entre autres, était. Alors, vous avez ici, tous ces hôtels-là avaient ce qu'on appelle du papier à lettres, okay? Et c'est bien marqué, The North Shore House-like Hotel, Livery in Connection, c'est-à-dire une écurie. C'était 1,5 piastre par jour. Okay? Puis là, c'est Special care is taken to set a clean and satisfying table. Hein? Alors, puis là, il met en bas de l'hôtel Foley, General Store in Connection. C'était très important. Après ça, vous aviez le Seagull Inn, qui appartenait au Reeve, okay? Propriétaire Philip Reeve. En 1935, les Reeve vont ouvrir un tea room. Un tea room, c'est-à-dire que c'était surtout des Anglais, des madames anglaises qui, l'après-midi, allaient prendre, évidemment, le thé dans cette demeure qui est juste à côté de chez Home Hardware. C'était fait dans les années 1960. Il y avait un escalier là-dedans, okay, qui avait été designé par Nazaire Dugas. C'était vraiment quelque chose. Et comme vous le savez, la famille Reeve, c'est une famille assez intéressante parce que le Philip Reeve avait marié Catherine Dwyer. Catherine Dwyer venait de Richibouctou et
c'était elle que la commission scolaire anglophone avait engagée lors des troupes scolaires. Okay? Alors, Catherine Dwyer était catholique. Philip Reeve était protestant. Alors, dans la tradition des anglophones à Caraquet, les Black Hall, c'était la même chose. La femme à Black Hall était une sénate de Pokeshaw. Les filles sont élevées dans la religion de la mère et les garçons dans la religion du père. Alors, mais les filles ont été converties. Ils ont été comme protestants jusqu'à 8, 9, 10 ans. Et il y a eu une conversion. Et Freddie Young, je me souviens, quand j'étais jeune, puis Freddie Young disait « The Reeve, bunch of fools ». Et là, nous avons l'hôtel Dwaran. On va bien dans le temps. L'hôtel Dwaran, elle a été construite, et là, c'est une Nazaire du gars. Hein, vous voyez le style, tout y est. C'est pas bien loin du ruisseau Isabelle, là, à Caraquet. En 1905, un projet est toujours mis de l'avant pour se rendre à Pointe-à-Marcel. Alors, on n'est pas sûr. J'ai vérifié avec tous mes copains historiens, mais ça se peut très bien qu'elle ait été construite en prévision que le train allait descendre à la Pointe-à-Marcel un jour. Il n'a pas descendu. Propriétaire Joseph Dwaran, elle a brûlé, comme vous le savez, le 9 avril 1961. Mais permettez-moi de vous lire un petit texte. Puis je vais prendre mon temps, puis je vais articuler. Le propriétaire, Joseph Dwaran, a connu une notoriété peu enviable à l'époque. Il avait obtenu un permis pour la vente de spiritueux, de boissons, ce qui ne faisait pas l'affaire du curé. Il avait répudié sa femme et en avait pris un autre et tenait maison où les mœurs et la vertu laissaient à désirer. Ce qui lui attira les foudres du pasteur qui interdit à ses ouailles de fréquenter cet établissement. C'est viré un peu bordel, peut-être, je ne sais pas. Même si Joseph avait généreusement contribué à la construction de l'église de Bois-Caraquet, en plus d'avoir payé une cloche de 100 $. L'histoire des malheurs de Joseph Dwaran est racontée dans le journal de Chatham, The World, le 11 mars 1914. Procès de John Russell contre Joseph C. Dwaran pour aliénation de l'affection de sa femme. Okay? C'est-à-dire que, écoutez ceci, là. OK? L'affection de sa femme. Les époux Roussel avaient quitté leur ferme de la Miramichi pour venir demeurer avec Dwaran dans l'hôtel à Caraquet. Ce dernier étant déjà séparé de sa femme, devint notairement intime avec Mme Roussel. Tout le monde en parlait. Finalement, Dwaran jeta le bonhomme Roussel dehors, tout en gardant sa femme. Roussel, entre-temps, le fit arrêter, et emprisonné sous accusation de vol, mais Dwaran fut acquitté. Roussel le mena encore devant le juge, mais cette fois requérant 500 $ de dommages pour aliénation de l'amour de sa femme. Une chance que les juges aient arrêté d'écouter ces cours-là, parce qu'il y aurait de l'argent qui se pommerait. Aliénation, de l'amour de sa femme. Donc, pour lui avoir volé sa femme. Le vendredi 6 mars 1914. Le vendredi 6 mars 1914, j'arrive là. Le juge rendait verdict et lui accordait 1200 $ de dommages. Les avocats de Dwaran étaient Burns et Powell. Et les avocats de Russell étaient Tweedy et Lawler. En sortant du tribunal, un des membres du jury fait la remarque suivante, c'est dans le journal. La femme en question ne valait pas plus que 100 $. C'est dans le journal.
On dit que c'était le premier procès pour aliénation d'affection, du moins dans le nord de la province. Alors, quand vous dites là, que l'histoire, c'est plate, il y en a de ces histoires. On continue. Bac à raquettes, OK. L'hôtel de la mer, par Nicolas Le Boutillier. Cet hôtel fut à une époque la propriété de Prudent Lantaigne. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, Prudent, elle a brûlé en 1978. On continue et on se rend à Inkerman. Et là, vous avez l'hôtel Robichaud, propriétaire M. Romain Robichaud. Ce sont des grandes demeures, comme vous voyez là. Okay? La photo n'est pas très bien, mais sur d'autres photos, là, tu vois ici, c'était son affiche, hôtel Robichaud. On arrive à Chipagan. Vous avez l'hôtel de Grâce, conçu par Eutrope de Grâce. Cette grande demeure devenue hôtel avait été construite par Francis Alexandre, les Alexandres, comme vous savez, okay, et fut vendue à Eutrope de Grâce. C'est un hôtel, comme vous le savez, qui a eu beaucoup de transformations, etc., etc. L'autre hôtel à Chipagan, c'était l'hôtel Marquis, okay, construit par Georges Marquis. Puis ça, vous voyez comment gros que c'était. Cette grande demeure devenue hôtel avait été construite par Francis Alexandre et fut vendue. Non, excusez, là. Ça a été bâti par Jacques Degas. Ici, il y a une erreur. Okay? On ne parle pas de Grâce ici. Mais cet hôtel va devenir l'hôtel Robichaud, okay? Qui va brûler le 8 de mars 1949. Et vous voyez, là, juste en bas, Robichaud Hôtel. C'est le même bâtiment. À Chipagan, vous aviez aussi l'hôtel Central. Okay? Cet édifice fut loué à la compagnie Eastern Produce and Fisheries Limited et on a aussi, à l'intérieur de ce bâtiment-là, eu un magasin. À Chipagan, nous n'avons pas de photos, mais il y a eu un autre hôtel Robichaud, il y a eu l'hôtel Taylor, puis il y a eu aussi l'hôtel McNally. Dans un article en 1910, on dit qu'il y a 4 hôtels à Chipagan à l'époque. Ça qu'a dit? Coughlin House. John Coughlin, le grand-père à Keith Coughlin, pour ceux qui étaient dans l'enseignement. Alors, vous avez cette belle demeure-là, Coughlin House, à Tracadie. Et après ça, vous avez l'hôtel de mon grand-père. OK. Ça a été bâti par Charles Le Breton, mais par la suite, c'est mon grand-père Sandy qui l'a pris. Sur la photo ici, c'est la sœur de mon père, ma tante Aline. Et à côté, c'est pour ça que j'ai choisi cette photo-là. C'est le frère de mon grand-père. Il s'appelait Gilbert Le Breton, mais on l'appelait Lincoln Le Breton. Et lui, toute sa vie, il était le conducteur du petit train de Bathurst Line, okay, qui est un autre petit branch line, qui partait du moulin, puis qui se rendait à Heat Steel Mine, en tout cas, dans le route Bathurst. Et si jamais vous voulez avoir une histoire intéressante, dans le Maclean de 1954, vous y allez sur Internet, il y a toute une histoire sur Lincoln Le Breton et son petit train. Okay? Et là, pour ceux qui doutent qu'on n'est pas libéral, là, ben, l'hôtel Le Breton, l'hôtel de mon grand-père, était le quartier général pour l'élection de 63 à Tracadie. OK? Ça fait... Ne pas me dire que ça ne fait pas longtemps. Les autres hôtels, je termine. On a eu à Miscou l'hôtel Gauthier, à Six Road l'hôtel McConnell, à Chipagan, comme je vous l'ai dit, l'hôtel Taylor et McNally, à Polkshaw l'hôtel Reardon, l'hôtel Barry aussi à Polkshaw. Pierre P. Albert, qui avait bâti le Château Albert, va aussi bâtir un hôtel à Shiloh. Okay, qui va devenir l'hôtel Doiron. Nous avons l'hôtel Gibbs à Lamec. Nous avons un autre hôtel Robichaud à Lamec. L'hôtel Bellevue à Caraquette, mais qui était, avant, et c'est la photo, qui était l'hôtel Soule. Okay? L'hôtel Soule va être vendu à Richard Blackhall, le frère de Blackhall, en 1907. Qu'est-ce qui est intéressant? C'est le plus vieil hôtel qu'il y avait à Caraquette. Okay? On sait qu'en 1869-70, elle existe. Et c'est là, à l'hiver de 1875, quelques jours avant la mort de Louis Mailloux et de Gifford, c'est là que les miliciens restaient.
à l'hôtel Soul. Okay? Et aujourd'hui, c'est où vous avez le centre d'information touristique à Caraquette. C'était juste à côté. La petite maison jaune, là, c'était là. Alors, voilà. Je désire remercier Philippe Basse, qui m'aide toujours dans ces présentations-là. Aline Landry, évidemment, des rendez-vous d'histoire. Fidèle Thériault. Hein? Beaucoup de gens me disent que si Fidèle n'existerait pas, je ne pourrais pas faire ça. C'est vrai. Et Yvon Cormier, comme vous le savez, qui est notre trésor sur deux jambes, avec sa collection, sa passion, et encore une fois, hein, il présentera au prochain rendez-vous d'histoire le 11 février, hein, à l'Hôtel de Ville de Caraquette, une collection et tous ses albums. Vous pourrez consulter tous ses albums. Alors voilà, à 1 heure tapant. Est-ce qu'il y aurait des questions? Je pourrais répondre à quelques questions avant qu'on se sépare. Oui. Moi, j'aimerais savoir si les hôtels, c'était-tu vraiment bâti pour des hôtels ou c'était bâti comme des maisons? Au départ, c'est bâti comme des grandes demeures, mais lorsqu'on parle du Château Albert, qu'on parle de l'Hôtel Dominion, qu'on parle de l'Hôtel Paulin, qu'on parle de l'Hôtel Le Breton, Cochran House, ça, c'est des vrais hôtels. OK? L'Hôtel Poirier, mais il faut comprendre, hein, qu'on est dans une hôtellerie du 19e siècle, dans une région, évidemment, si les propriétaires vivent dans leur hôtel. Moi, je me souviens, lorsque j'étais petit, j'allais à l'hôtel Le Breton, le 3e étage, c'était l'étage de la famille. Mon grand-père, mon père, ils étaient 11 enfants. Ça fait le 3e étage était pour les enfants, pour la famille. Ouais. Puis ça, c'est très intéressant. Hein? Pour une famille qui a vécu dans un hôtel, je disais ça à mes chums du café une journée. Mon père, c'était pas un homme plus sentimental qu'il fallait, là, mais c'était un homme qui était près de ses enfants. Mais à Noël, il venait vraiment comme un enfant. Et une journée, je lui ai demandé ça, je lui ai dit, Pape, comment ça, tu te chavires de même pour Noël? Il dit, si tu aurais vécu dans un hôtel, il dit, la seule journée que tes parents s'occupaient vraiment de toi, c'était à Noël parce qu'il n'y avait personne. Ma grand-mère se levait à 4 heures du matin. Il faut que tu comprennes qu'ils lavent les draps, ils font manger. Ça ne s'arrête jamais, là. Puis le grand-père, lui, bien évidemment, à cette époque-là, bien, c'est des voitures, c'est des chevaux. Ça fait qu'il y a toute une écurie à mener, tout en ayant ces visiteurs-là. M'arrive la veille de Noël, puis le lendemain de Noël, Pape disait, là, on était comme ça. Puis ça, c'est tout de même remarquable. Merci d'être venu et j'espère que vous avez aimé ça.